Bonjour. Comme nous avons pris conscience de notre codépendance et de notre responsabilité individuelle pour venir à bout de la crise du Covid-19, nous pouvons gagner la course contre l'infobésité. Tous victimes de l'infobésité et en même temps principaux acteurs de celle des autres. Saisissons l'opportunité de reprendre chacun individuellement le contrôle de notre consommation et production d'informations au service d'un monde infocommunicationnel performant, éthique et écologique. Le digital doit faire son bing bang et s'adapter aux enjeux environnementaux et sociaux. La décroissance informationnelle est une nécessité, tout autant que la décroissance énergétique. L'inforesponsabilité est une communication responsable, en conscience, qui prend en considération les dommages qu'elle peut causer. Elle engage ceux qui l'utilisent. Il s'agit d'une démarche éthique et bienveillante qui propose pour chacun des acteurs de l'organisation un référentiel d'actions simples et concrètes afin de fédérer l'action de chacun au service de cette cause commune. Quels sont les dommages que les mauvaises pratiques infocommunicationnelles peuvent causer? La quantité de données numériques produites au cours des 5 prochaines années sera 2 fois supérieure à la quantité de données produites depuis la naissance du stockage numérique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation d'électricité, d'énergie des data centers, qui correspond aujourd'hui à près de 1% de la consommation d'électricité mondiale, pourrait atteindre 15 à 30% de l'électricité au niveau mondial. 300 milliards de mails sont échangés chaque jour dans le monde. Pour chaque mail standard, c'est 4 mg de CO2. Et le volume de mails augmente chaque année de 3%. Ça représente des tonnes de milliards de CO2. Outre son impact de plus en plus significatif sur le climat, le numérique bouleverse à une vitesse vertigineuse le fonctionnement des organisations. Si le partage d'informations est stratégique aujourd'hui, notamment pour assurer la continuité des activités en mode hybride, la surabondance d'informations a des effets délétères. L'infobésité génère une baisse de productivité et d'innovation, une dégradation du processus décisionnel, une dégradation des relations professionnelles et une baisse de satisfaction au travail, alors que la collaboration est aujourd'hui absolument déterminante dans un monde marqué par le changement et par l'incertitude. Si la charge physique du travail diminue depuis plus de 20 ans aujourd'hui, le travail en débordement, c'est-à-dire réalisé en dehors des heures de travail, intensifie notre charge mentale. Le numérique abolit la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle, ne garantissant plus les temps de repos. Le digital a simplement rendu possible la connexion de tous avec chacun et donc la disponibilité permanente de tous pour chacun, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. L'enfer, c'est les autres. En France, 8 salariés sur 10 déclarent que l'hyperconnexion est négative et qu'elle génère de l'anxiété. 8 personnes sur 10 disent se connecter pendant leurs loisirs. 5 sur 10 disent être contactés en dehors des heures de travail. Et enfin, 6 sur 10 que l'IT augmente leur stress. Ces chiffres sont plus élevés chez les cadres, qui sont les premiers à souffrir de l'infobésité. C'est le fameux lundi manche de la crise sanitaire cité par Emmanuel Macron pendant le premier confinement. Dans les pays anglo-saxons, c'est le fameux Atawad,
always on, anything, anywhere, anytime, any device. Il n'y a plus de limite au travail, il n'y a plus que notre limite physique. Et nous vivons désormais dans un conflit de critères permanent. Je suis au restaurant avec des amis, mais dois-je tout de même consulter mes notifications professionnelles? Je suis en réunion au bureau, j'ai un appel personnel, puis-je sortir et y répondre? Le télétravail qui s'est généralisé pendant la crise sanitaire renforce l'hyperconnexion et a aboli de fait le droit à la déconnexion. En France, selon une étude récente, 39% des salariés français travaillent davantage pendant la pause déjeuner. 31% des salariés français travaillent davantage le soir et pendant le week-end. Les femmes sont particulièrement touchées par cette surcharge. Pourquoi? En raison des injonctions sociales fortes sur leur rôle de mère, mais aussi car elles ont moins souvent que les hommes un espace de travail dédié à leur domicile. 61% pour les femmes, contre 71% pour les hommes. Lorsque la situation d'hyperconnexion perdure, les conséquences sur les individus sont largement documentées scientifiquement. Sentiment d'incapacité à suivre, culpabilité, difficultés relationnelles, professionnelles et personnelles, fatigue chronique, troubles du sommeil et de l'alimentation, troubles cardiovasculaires, épuisement. L'urgence qui devient la norme dans le travail, l'abaissement des temps de réponse aux sollicitations, la disponibilité permanente transforment, modifient en profondeur notre rapport au temps et peuvent avoir des conséquences irrévocables sur notre santé. Enfin, la baisse de la motivation et le désengagement constatés depuis la fin de la crise sanitaire nous exhortent à repenser les usages du digital. La pollution du temps est une préoccupation contemporaine majeure et aussi urgente que la pollution de l'air et de l'eau. Une organisation info-responsable comment? Le référentiel info-responsable propose pour chaque acteur de l'organisation des actions simples et concrètes permettant de fédérer l'engagement de chacun au service de cette cause commune, la lutte contre l'infobésité. Les pratiques infocommunicationnelles responsables font émerger de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs, gages d'efficacité et de performance, et en même temps d'une meilleure qualité de vie au travail. L'info-responsabilité implique le partage par les organisations de certaines valeurs. Respect de la vie personnelle des équipes, bienveillance en interne, respect des règles de savoir-vivre numérique en interne comme en externe. Ce référentiel est source de performance économique, mais également de différenciation sur le plan de la QVT. Il va permettre de fidéliser les équipes et aussi de recruter les jeunes générations plus soucieuses que les précédentes, de séparer leur vie personnelle et professionnelle. Ce référentiel est à envisager comme une méthode, comme un processus de changement en interne, autant que dans l'atteinte de résultats précis. L'info-responsabilité, c'est non seulement la réduction de l'empreinte environnementale des émissions d'informations, mais aussi l'optimisation des pratiques collaboratives et le respect du bien-être des utilisateurs. Alors, quelles sont ces bonnes pratiques info-responsables? D'abord, en ce qui concerne la réduction de l'empreinte environnementale, deux bonnes pratiques sur le plan individuel. Je réduis la quantité de mes notifications en veillant à faire des demandes, des messages clairs, complets, avec indication d'un délai. Cela me permet d'éviter les pertes de temps et les nouveaux messages nécessaires à une clarification. Je limite les pièces jointes et je les remplace le plus souvent possible par des liens hypertextes.
Sur le plan collectif et organisationnel, je surveille la connexion de mes équipes, comme le fait Michelin par exemple, pour identifier les plus gros émetteurs de mails. On le sait, 80% des émissions de mails sont réalisées par seulement 20% des collaborateurs. Je veille également à surveiller les connexions en dehors des heures de travail. Je veille à la modération des listes de diffusion et je supprime la fonction « Répondre à tous ». Je définis des règles pour l'archivage et pour le stockage de données de manière à faciliter leur destruction et à alléger les serveurs. Enfin, je pratique un Cleaning Day annuel. Quelles sont les bonnes pratiques info-responsables pour optimiser la collaboration? Sur le plan individuel, je m'interroge à chaque action de communication sur le meilleur outil à mobiliser en fonction de mon objectif, mais aussi en fonction du confort de mon interlocuteur et non du mien seul. Le mix média ou capacité à choisir le bon outil de communication selon les situations est une compétence clé pour les cadres au XXIe siècle. Je ne sollicite jamais mon interlocuteur par le biais de plusieurs outils de communication. Pourquoi? Car ça génère plusieurs notifications inutiles et chronophages pour lui. Entre deux outils de communication, je choisis systématiquement le plus riche, c'est-à-dire celui dans lequel il y a le plus de corps. Et je sais changer d'outil de communication quand c'est nécessaire. Enfin, je refuse les échanges par mail en temps réel, les fameux mails ping-pong. Je remets de la temporalité dans mes échanges en anticipant mes demandes et en laissant à mes interlocuteurs un délai de 24-48 heures minimum pour me répondre. Et j'utilise le téléphone en cas d'urgence ou bien, pour les demandes simples et urgentes, la messagerie instantanée. Sur le plan collectif et organisationnel, je propose des solutions adaptées pour chacune des situations de travail en respectant la règle « une tâche, un outil ». Et je forme les équipes à l'utilisation de ces outils de manière collective. Chaque nouvel arrivant doit être formé sur les mêmes outils afin de permettre la cohérence des outils en interne. Je favorise les échanges directs et la fluidité de la communication au sein de mon équipe en maintenant les réunions de service hebdomadaires. Je fais la promotion des solutions dénumérisées et rappelle le besoin de socialisation, d'oralité, de présentiel et d'informel pour permettre à mes salariés de se repérer. Je favorise les échanges in real life. Pourquoi? Parce que, pour rappel, le mail est un outil de communication qui dégrade les relations entre les personnes qui se connaissent déjà. Je mets en œuvre la déconnexion pendant les heures de travail, comme à l'APEC ou chez Orange avec les Quiet Time, pour faciliter le traitement des tâches de fond, lesquelles sont les plus à valeur ajoutée, bien sûr, pour l'organisation. Je fixe des délais de réponse en interne selon les types de demandes, comme chez Renault par exemple, 48 heures pour l'interne, 24 heures pour l'externe, afin d'éviter le multitasking, de favoriser les tâches de fond et de fixer des règles du jeu claires pour les collaborateurs. Je mets en place la récupération des heures travaillées en dehors des heures de travail classiques, comme chez BMW en Allemagne ou encore chez Accenture en France. J'évalue les managers sur leurs pratiques info-communicationnelles et je les forme à l'info-responsabilité pour diffuser les bonnes pratiques en interne et éviter le communautarisme numérique. Enfin, je ne tolère aucune incivilité digitale ou abus de pouvoir numérique, quelle qu'en soit la forme. Multiplication des notifications pour la même demande, demande de traitement en urgence alors que la demande était anticipable, ou encore agression verbale ou non-respect de la hiérarchie. Enfin, s'agissant du respect du bien-être au travail, je respecte la vie personnelle de mes interlocuteurs et m'interdis de les solliciter en dehors des heures de travail.
Si je profite de la flexibilité des horaires de travail pour mon travail personnel, jamais je ne sollicite mes interlocuteurs en dehors des heures de travail classiques. Je privilégie les échanges bilatéraux pour améliorer mes relations de travail avec mes interlocuteurs. Et entre deux outils de communication possibles, je choisis systématiquement le plus riche. J'anticipe mes demandes de manière à laisser un délai à mes interlocuteurs pour me répondre. Je prends l'habitude de leur donner ma deadline quand il s'agit de demandes complexes. Enfin, j'utilise volontiers les smileys dans ma communication électronique interne pour remettre de l'émotionnel, pour remettre du corps, éviter les malentendus et la dégradation des relations avec mes interlocuteurs. Sur le plan collectif et organisationnel, la coupure des serveurs est la seule mesure qui permet réellement de faire vivre la déconnexion concrètement en dehors des heures de travail. C'est aux organisations qu'il revient de prendre l'initiative et la responsabilité. Elles doivent veiller également à la déconnexion de leurs équipes pendant les congés, comme par exemple chez Daimler, en Allemagne, où pour les personnes parties en vacances, les mails reçus en absence se dirigent directement dans une boîte, ils n'y ont pas accès pendant leur congé et ces mails sont détruits pour recommencer à zéro au retour de congé. La solution à l'infobésité est devenue une cause commune. Tous victimes de l'infobésité et en même temps principaux acteurs de celle des autres. Sur le modèle du réchauffement climatique, il est temps de passer à l'action en remettant l'individu au cœur de la solution. Adopter les pratiques de communication info-responsables. Merci.